Quand un groupe de musique commence à avoir des illusions de grandeur, ils font des choses qui deviennent parfois incompréhensibles. Prenez Kiss par exemple. Dans les années 70, ils avaient le monde au creux de leurs mains. C'était un des groupes de rock les plus populaires de la planète. Ils enchaînaient succès après succès. Et ça jusqu'en 1978. Oui, parce qu'apparemment, en 1978, quelqu'un leur a dit que ce serait une bonne idée de faire un film. Je vous le dis tout de suite, c'était pas une si bonne idée que ça. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, et restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura Alex Laffitte en vidéo pour le débrief final. Kiss contre le fantôme ou Kiss meets the Phantom of the Park. Et ça commence maintenant. Le film commence par un des plus grands hymnes du rock'n'roll, l'incroyable I Wanna Rock'n'Roll All Night and Party Every Day. Après, il y a énormément d'indicatifs qu'on est sur le point de voir un film et qu'on est vendredi. Soyons clairs sur une chose, Peter Crisp mérite mieux que de faire semblant de jouer de la batterie dans les airs comme ça. On apprend ensuite que Kiss sera en concert pour 3 soirs dans un parc d'attractions. J'aimerais souligner à tout le monde qu'à quelque part, ce film-là, c'est un peu une infopub pour Kiss. Donc c'est normal d'entendre des phrases comme ça. They even gave themselves a name. They call themselves the Kiss Army. Se pointe au parc la bande à Chopper. Un groupe de jeunes dont les personnages auraient pu être intéressants dans ce film-là si on les aurait développés. Mais vous comprendrez bientôt qu'on les développe pas tant que ça, quoi. Chopper and Slime don't hurt nobody unless they want to. Maintenant, on rencontre le propriétaire du parc et le responsable des attractions, celui qui est en charge de les créer, si vous voulez. Tout le long du film, lui, je vais l'appeler le créateur, parce que je me souviens pas de son nom. Le créateur, il aurait besoin de plus d'argent pour créer des attractions encore plus grandioses. Le propriétaire du parc, lui, il veut faire du pognon. C'est pour ça qu'il a fait venir Kiss, d'ailleurs, pour faire du pognon. Ici, on fait face à un dilemme moral. D'un côté, un artiste qui veut aller au bout de ses idées. De l'autre, un homme d'affaires qui veut faire du pognon. Et même si on est en 1978 et qu'on se dit qu'il existe peut-être encore un peu de place pour l'art et les artistes, pas vraiment, non. Le pognon finit toujours par gagner, même en 78. I'm on the threshold of a major breakthrough. The creations I'm working on now, they're revolutionary. La bande à Chopper, elle, commence à foutre un peu la merde dans le parc. Qui décide de commencer à s'amuser avec un singe animatronique. Here's where Chopper shows it all. Je vais vous dire un secret, il se passe pas grand-chose dans ce film-là. On rencontre maintenant une fille qui est à la recherche de son copain. Ça, c'est un des gros sujets du film. Elle cherche à trouver son copain, OK? Son copain, je vous le dis tout de suite, il travaille pour le créateur. Donc, elle finit par se rendre au laboratoire du créateur. Et laissez-moi vous dire que le créateur, il est à l'avant-garde de la robotique. It's almost impossible to distinguish from the real thing. Would you like to touch it? On va passer 5 minutes à les regarder, parler de trucs qui nous intéressent pas vraiment, se balader dans un laboratoire où il n'y a pas grand-chose en réalité. Une performance d'acteur qui nous souligne que ces deux personnes-là ont pas envie de jouer dans ce film-là. Mais de toute façon, au bout de 5 minutes, on va se rendre compte que son copain à elle, tenez-vous bien, OK? Le gars, c'est un robot. You're less curious now. Chopper et ses potes, eux, rentrent dans la maison de l'horreur. Et ouh, ça fait peur. Il y a un truc qui se passe 2 fois de suite dans la maison de l'horreur. Parce qu'une fois, c'était pas assez. 2 fois, c'est plus drôle. Kid stuff. Malgré que la fille, elle termine quand même sa course dans une vierge de fer. Pour poursuivre notre histoire entre le créateur et le proprio du parc commence à en avoir plein le cul des demandes du créateur, donc il décide de le virer. Et certaines personnes, quand ils se font virer, ils partent la tête haute. D'autres partent en faisant des menaces. You will regret this day. Donc, le créateur retourne à son bureau sur la musique de Kiss. C'est un truc qui est à la fois insultant pour la musique de Kiss et pour le cinéma. Apparemment, le mec n'a pas compris ce que le terme « virer » voulait dire parce qu'il retourne à son labo et continue de travailler sur ses trucs comme si de rien n'était. Et son seul objectif maintenant, nuire à Kiss. You kids will be my instrument. Le soir venu, le premier concert de Kiss commence. Mesdames, messieurs, Star Child.
Bon, est-ce que le concert a été tourné là ou c'est un extrait d'un autre concert de Kiss qui a été fait durant les années précédentes? Quand Kiss sort de scène, Sam, le copain de la fille et l'assistant du créateur, prend des photos non officielles de Kiss. Ça, c'est dangereux. And get each of their faces from every possible angle. La fille se pointe, elle voit son copain au loin, et là, il se passe ça. On a donc maintenant la confirmation que Kiss a des pouvoirs magiques. No gratitude need be voiced. Your mind speaks to us. Pendant ce temps-là, lui, le créateur, fait des clones de Kiss. Mais ce n'est pas le moment de parler des doubleurs de Kiss qui reviendront plus tard dans le film, mais d'écouter Peter Crisp chanter Beth. Oh Beth, what can I do? Beth. Et là, tout le monde, on se tait, on ferme nos gueules et on écoute Peter Crisp, OK? That our house just ain't a home. Et c'est justement à la fin de cette merveilleuse interprétation de Beth que la fille va se rendre compte que Sam, son copain, est un robot. Mais c'est rien comparé à la surprise qui nous attend. On rentre maintenant dans la roulotte de Kiss et on apprend qu'ils ont des talismans. Des talismans qui leur donnent des pouvoirs magiques. It's a cosmic force field which protects our talisman. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas vu de fantôme dans ce film-là. Et que le film s'appelle Kiss contre le fantôme du parc. It's a cosmic force field which protects our talisman. Vous vous souvenez peut-être de lui grâce à Tango et Cash. Byron James a un rôle d'agent de sécurité dans ce film. Et il devra faire face aux démons. Let's do it, man! Soyons honnêtes, il ne s'agit pas ici du plus grand moment en carrière de Gene Simmons. Et là, on va se rendre compte que cette version-là, ben, c'est la version du créateur, une version vilaine du démon. Ouais, je le sais, c'est très con. Et que le créateur l'a envoyé attaquer pour donner mauvaise réputation à Kiss. Quel vilain garçon, ce créateur. Deuxième journée de concert pour Kiss, c'est par chance qu'il y a la musique dans ce film-là, parce qu'on n'a pas affaire à la moitié d'une connerie comme film. Avec 25 minutes à faire au film, le créateur envoie Sam, son assistant, voler les talismans de Kiss. Parallèlement à tout ça, les créatures du créateur attaquent le parc. Il y a beaucoup de choses que j'aurais souhaité voir faire Kiss dans un film d'horreur. Regarder Kiss assis sur un carrousel fait pas partie de ma liste. This Devereaux cat has the whole world wired. Not this cat. Et là, Kiss, eux, partent à la recherche de leur talisman, bien sûr. Et c'est à ce moment-là du film qu'ils vont tomber sur des singes blancs. Des singes blancs habillés en alu. Et après avoir vu ce combat-là, bien, t'es simplement plus la même personne que t'étais avant, quoi. Y a pas de retour en arrière. On a une pause musicale suivie d'un combat de kung-fu. On oublie souvent de souligner que Paul Stanley était poilu comme un ours. Je sais que c'est pas important, mais j'avais envie de vous en parler. Et après s'être débarrassé des robots qui faisaient du kung-fu, ils arrivent devant la maison hantée. Et si la scène de maison hantée était à chier au début du film, laissez-moi vous dire que ça s'améliore pas à la fin, quoi. On est ici dans du super méga nanar. Les dieux du rock'n'roll n'ont pas béni ce film. What are you waiting for? Get us out of here. Concentrate. Après cet incroyable combat dans la maison hantée, les 4 membres de Kiss sont capturés par le créateur. Et c'est là que tu vois passer un autre groupe Kiss, les clones. Les clones robotiques munis d'intelligence artificielle. C'est presque insultant les effets sonores qu'ils ont mis sur la voix de Gene Simmons. He's really got you down, Demon. Et là, t'as les copies de Kiss qui montent sur scène et commencent à jouer une chanson qui s'appelle Rip and Destroy. Ça, c'est un message subliminal afin d'inciter la foule de jeunes à tout détruire autour d'eux. We've taken all we can stand.
Mais pensez-vous que des gars comme Starchild, Space Ace, le démon et Peter Crisp vont laisser des clones prendre leur place sur scène? Bien sûr que non. Ils vont mettre leur pouvoir ensemble, OK? Et aller reprendre leur talisman. Un grand moment de cinéma. C'était quand même pratique que leur talisman soit tout près de leur cellule, hein? Mais bon, les vrais Kiss arrivent maintenant sur scène. Et on a le droit à une baston inégale, parce que l'original est toujours meilleur que la copie. Kiss reprend le contrôle de la scène et de la foule, et c'est la fin de Kiss contre le fantôme, sans jamais qu'on ait vu de fantôme. Donc, après cette merveilleuse vidéo que vous venez de regarder sur Kiss contre les fantômes, j'ai le plaisir d'accueillir Alex de la Fuite en vidéo, un vidéaste YouTube que vous connaissez sûrement. Sa femme, d'ailleurs, le surnomme sous la couette Cobra. Alex, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Je suis un peu perturbé tel que tu me vois présentement, puisque on n'est pas là pour rigoler, contrairement aux apparences. Et en tant que immense fan de Kiss, ça va être douloureux. Mais voilà, l'amour n'exclut pas la franchise, n'est-ce pas? Donc, qui aime bien châtie bien, voilà. Et nous châtirons. Voilà, donc je suis ravi de ton invitation pour faire les éloges de ce monument du 7e art, voilà, dont tu viens de parler avec brio, et je te cacherai pas que je me suis bien marré quand même, comme quoi, voilà. Bon. D'ailleurs, tu es un énorme fan de Kiss. Derrière toi, on peut voir Gene Simmons. C'est vrai, à plusieurs reprises d'ailleurs. Exactement. Là, et là, et puis en face, j'ai carrément toute une étagère de conneries Kiss, hein, je le dis franchement. Et soyons honnêtes, s'il y a quelqu'un qui a popularisé le merchandising, c'est Kiss. Tout à fait. Tout à fait. On leur doit beaucoup de choses hors musique, et notamment effectivement le merchandising musical, enfin d'artistes de musique. C'est vrai qu'avant ça se faisait pas du tout, et d'ailleurs les premières poupées Kiss, c'était une idée complètement stupide selon tout le monde, jusqu'à ce que ça connaisse le succès qu'on sait, quoi. Et c'était avant Star Wars, avant tous ces trucs-là, Kiss faisait déjà énormément de merchandising. C'est vrai, ouais, complètement. Mais un truc qu'on peut reconnaître à Paul Stanley et Gene Simmons, c'est qu'ils ont eu beaucoup d'idées durant leur carrière. Mais avoir des idées, c'est bien, mais ça suffit pas. Et eux, ils ont eu l'audace à chaque fois, finalement, de les appliquer. Alors, ça n'a pas toujours été des succès, souvent quand même. Mais moi, c'est un truc que j'admire chez eux, c'est un côté un peu gamin, quoi, qui est vraiment de se dire un matin, et si on faisait ça? Et en fait, tout le monde dit non, et eux ils disent si. Et moi, ça, j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Donc bon. Moi, je m'interroge de plus en plus, surtout après avoir vu ce film-là. Ça laisse des marques, hein, ne nous mentons pas. Je me suis posé la question, est-ce que c'est le pire film d'horreur que j'ai jamais vu de ma vie? Alors, et pourtant, tu dis ça alors que tu viens d'en faire quelques-uns vraiment bien balèzes. Mais comment dire, je pense à Black Rose, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Black Rose qui n'auraient pas vu ta review extraordinaire. Je dois dire que ce truc-là, en fait, quand nous, enfin les gens de notre génération à peu près, quoi, on le regarde, on est un peu briefé. Moi, par exemple, j'étais un peu briefé que c'était un très mauvais film, que c'était raté, que j'allais pas être devant une œuvre réussie. Mais est-ce que quelque chose peut te préparer à ce visionnage? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain parce que moi-même, j'ai vraiment passé un moment. C'est même pas que j'étais choqué, déçu ou machin. J'étais avec la bouche ouverte, genre what? Qu'est-ce que je regarde, quoi? Et c'est vraiment un ovni. En fait, je crois que c'est autant un ovni qu'un énorme nanar, comme tu l'as très bien dit. On est à fond dedans, quoi. Et mais je dois dire, avant peut-être d'entrer dans les détails du truc, quoi, c'est que et sur ta chaîne, tu fais souvent le distinguo. Il y a des nanars qui sont juste chiants et douloureux à regarder. Et c'est voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rit même pas de ce qu'on voit, quoi. Je dois dire que ce film-là
Je l'ai vu très peu de fois parce que mon masochisme a des limites. Mais à chaque fois que je le vois, alors c'est pas parce que je suis fan, mais je dois dire que j'ai quand même le sourire. Je dois dire que je rigole, quoi. Je rigole d'eux parce qu'ils sont ridicules, mais je rigole aussi parce que il y a quelque chose de cute, quoi, dans ce ratage. Voilà, je sais pas, tu vois, rien ne va du tout. Tu as relevé des points qui sont tellement hallucinant. Enfin, il y a vraiment des moments où on se dit mais comment ça a pu être validé, enfin tu vois, avant qu'on commence le tournage, tu vois. Mais c'est presque mignon. Moi, c'est un film alors je sais que chez les fans de Kiss, personne ne trouve que c'est un projet réussi, mais il y a une sorte de, tu sais comment on dit, bienveillance. Voilà, je sais pas comment dire. Ouais, il y a un aura autour du film. Voilà, et il est devenu un peu culte, quoi, un peu. Voilà, il est mignon. Il y a des gens qui l'aiment bien, mais en tant que navet, quoi. Mais il n'est pas méprisé. Voilà ça que je veux dire. Il aurait pu l'être, hein, parce que c'est vraiment, c'est nul. Ah, c'est méprisable. Hein. C'est nul. Il y a vraiment rien de bon là-dedans. Et alors moi qui ai lu, enfin là, tu sais, j'ai 10 000 bouquins sur Kiss, bien sûr, les autobiographies, les biographies. Donc l'histoire de ce projet, elle est quand même foirée dès le début, quoi. Juste pour faire très très rapide, quoi. Mais c'était donc une production Hanna-Barbera, quoi, pour la télévision. Alors Hanna-Barbera, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas du tout, c'est Tom et Jerry. Alors c'est les créateurs de Tom et Jerry même, et surtout de Scooby-Doo. Alors, et quand tu regardes beaucoup de choses. Voilà, il y a des moments, mais même dans les bruitages, quoi. Dans les bruitages, t'as l'impression que tu regardes un mauvais épisode de Scooby-Doo, c'est horrible. Et le plus drôle, c'est que ça avait été, c'était une idée de merde, hein, donc de Bill O'Coin, donc qui était l'agent de Kiss, quoi. Enfin, et qui a vendu le projet en disant ça va être un croisement entre A Hard Day's Night, qui était donc le film sur les Beatles, et Star Wars. Et aujourd'hui, quand ils en parlent, les mecs du groupe, ils sont hilars, hein, évidemment, parce que je pense qu'ils peuvent être hilars parce que ça n'a pas, incroyablement d'ailleurs, ça n'a pas nui à la carrière de Kiss, et ça aurait pu. Sincèrement, ça aurait pu. Mais non, ils s'en sont relevés très bien, et ils ont eu la suite de carrière qu'on leur connaît. Donc aujourd'hui, c'est facile pour eux, finalement, de rire de bon cœur devant cet étron filmé, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont pas été vigilants. Et c'est pas tellement, dès qu'on regarde un peu, en fait, dans ce film, il y a rien de Kiss. Mais c'est leur faute, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont mêlés de rien. Ils ont fait confiance aveuglément. Et Paul Stanley, dans son bouquin, dit c'est le moment de ma carrière où j'ai compris que plus jamais, en fait, je ne ferai confiance aveuglément à des gens qui nous entouraient, des trucs comme ça, sur des projets. Ouais. Parce que là, je pense qu'un coup que tu as vu ta face avec des faux lasers te sortir des yeux, tu comprends qu'il faut que tu te mêles de ton image, quoi, qu'il faut que tu prennes des décisions pour toi. Ils avaient été un peu, comment dire, je pense leur vigilance avait été un peu éteinte, tu sais, parce que le même mec avait eu l'idée l'année d'avant, donc c'est très récent, quoi, de faire une collaboration avec Marvel Comics. Et ils avaient sorti en 77, d'ailleurs je l'ai là, j'aurais pu le sortir, un comics Kiss chez Marvel qui avait connu un triomphe hallucinant, qui a été réédité 1 milliard de fois et qui est pas nul, effectivement. Mais parce que c'est du comic qu'ils ont pris le truc des talismans, je crois. Là, c'est ça. Mais en BD, ça passe parce qu'effectivement, les looks, c'est comme des super-héros. Et bon, bref, ça avait marché en tout cas. Tout le monde avait aimé, les ventes étaient remarquables, etc. Donc, je pense qu'ils se sont dit un peu bêtement, ouais, ça va cartonner comme la BD. Non. Et non. Donc, faut pas oublier que Ace Frehley n'avait aucun intérêt à faire ce film-là. Ça ne l'intéressait pas d'être là. Donc, souvent, il ne se présentait pas aux journées de tournage. Et pour ceux qui ne le savent pas, la doubleur de Ace Frehley était un black. Donc, quand on regarde le film, dans certaines scènes, dont celle du Kung Fu, tu vois un black avec du maquillage comme Ace Frehley se battre. Quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ce mec-là, j'ai oublié son nom, j'ai honte. Hein. Plus tard, va être doublure pour Eddie Murphy et Wesley Snipes aussi. Donc il a fait carrière et tout. Mais là, c'est plus cohérent. Ouais.
Et surtout, il devait être doublure cascade en fait. Mais comme Ace Frehley et Peter Criss d'ailleurs étaient défoncés H24 à la coke et à l'alcool durant le tournage, Ace Frehley surtout était régulièrement incapable de se lever, quoi. Enfin, de sortir des répliques et tout. Donc, on a fait appel à ce pauvre type pour le doubler dans des scènes où on voit évidemment que c'est pas lui, enfin que c'est pas Ace Frehley, quoi. Parce que voilà, c'est pas, il est trop près et puis il parle. Il y a des c'est horrible. Oh merde. C'est un autre choix que j'ai trouvé extrêmement bizarre dans ce film-là, et tu me diras ce que t'en penses, c'est que, comme on voulait pas construire d'animatronique, on a mis des acteurs. Pardon. On a mis des acteurs pour qu'ils jouent des animatroniques, OK? Ah, c'est génial. Et ouais. c'est horrible, quoi. C'est, Ah ouais, ouais. Qui a eu cette idée-là? Je pense que c'est le... je pense que beaucoup d'idées de merde, c'est le réal. Hein. Alors, j'ai oublié son nom, à ce pauvre homme. Mais voilà, lui, il est clairement... Et d'ailleurs, c'était pas son premier film. Il avait fait un film d'horreur précédemment qui était pas nul. J'ai oublié le titre. Mais bon, voilà. Les conditions étaient catastrophiques depuis le début. Hein, je tiens quand même à le dire, mais on s'en rend compte en visionnant le truc. C'est que il y avait pas vraiment de scénar et que le peu de scénar qu'il y avait était réécrit en permanence, y compris durant le tournage. Voilà, donc il y a un moment... Ce qui est toujours un signe de succès, ça, quand ils écrivent les scènes au jour le jour. Voilà, oui, voilà, exactement. Et puis, comme en fait, le groupe n'avait pas eu le temps de répéter, ils avaient même pas eu le temps de se préparer un minimum. Il va sans dire que c'était pas des acteurs à la base, enfin, je veux dire. Et vraiment, rien ne va. Donc, je pense que toutes les idées de ce genre, et il y a cette scène terrible où la nana est censée réaliser d'un coup que le mec est un robot, là. Et où lui-même se met à marcher en robot, mais façon vraiment disco, quoi. Genre comme ça. Oh merde, mais c'est impossible de pas te marrer, quoi. Quelle horreur. Ce qui est drôle, c'est que, enfin drôle, non, c'est pas drôle, mais c'est que tu sais que avant la sortie à la télévision aux États-Unis du truc, il y a eu une projection privée évidemment pour le groupe. Et c'est Paul Stanley dans son autobiographie qui raconte que ils se sont assis, ils ont regardé le truc et il y avait Ace Frehley et Peter Criss qui étaient complètement high, quoi, on va dire poliment, et qui ont dit ouais c'est pas mal, c'est cool, enfin tu vois. Et lui et Jen qui étaient sobres, ils étaient fous de rage et donc ils se sont dit c'est le pire truc qu'on a jamais vu de notre vie, c'est une honte, quoi. Et quand ils se sont levés, que ça s'est rallumé et tout, t'avais les mecs de Hanna-Barbera, les mecs de Casablanca Records et tout, qui, en parfait faux cul, ont dit c'est très bien, c'est très sympa, franchement. Oui, ah bah sympa, franchement, hein. voilà. Et que Gene, t'es génial. Et Paul Stanley les a regardés en disant c'est le pire truc que j'ai visionné de toute ma vie, quoi. Mais comment a-t-il pu croire? Parce que ça, à la limite, ok. Mais comment as-tu pu croire dès que t'es arrivé sur le tournage, quoi, que ça pourrait être autre chose qu'un ratage absolu? Donc bon, voilà, quoi, c'est terrible. Et ce qui est fou, c'est de se dire que ça a été fait après Star Wars. Alors le budget, il était, je crois, très faible, évidemment, mais ça n'excuse pas tout, parce que là, vraiment, t'as l'impression que personne n'avait du talent là-dessus, mais même pas l'éclairagiste, quoi. Enfin, t'as beaucoup de gemmes en foutisme. Ah ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que et d'ailleurs tu en parles dans ta vidéo, c'est entrecoupé de séquences d'un concert qui a été fait exprès d'ailleurs pour le film devant 8000 fans, mais briefés, donc parce que voilà, ils refaisaient briefés qu'on va jouer la même chanson 4 fois, voilà, et puis après ils faisaient la fausse chanson, la Rip and Destroy, voilà, qui en fait est Hotter Than Hell, je crois, mais avec les paroles changées, enfin bref. Et quand on voit ces scènes-là, bah c'est à nouveau très cool. Enfin, c'est Kiss sur scène et c'est cool, quoi. Donc c'est presque dissonant, tu vois le truc. Mais moi je te dirais que l'audio est pourri par contre. Ah ouais. Putain. Ouais, mais comment ils font pour enregistrer Kiss et que ça soit si mauvais que ça, quoi? Je sais pas comment ils ont fait leur compte. C'est catastrophique.
vraiment le plus embarrassant finalement, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, c'est sorti à la télé, quoi. Mais ailleurs, en Europe, j'avais appris que c'était sorti en salle, quoi. Et là, putain, tu penses aux fans européens qui sont allés voir ça dans une salle de cinéma. Putain, merde, c'est compliqué. Mais c'est aussi grâce à ce film-là, moi, que je me suis rendu compte que Kiss se fait tout pardonner. Ils se sont fait pardonner ce film-là. Ils se sont fait pardonner d'avoir enlevé le maquillage et d'avoir. Ils se sont fait pardonner d'avoir viré des batteurs, des guitaristes. Tout est pardonné à Kiss. Ouais, c'est les fans les plus fidèles au monde, je pense. C'est vrai que c'est impressionnant et je trouve ça super beau. Enfin, moi, il y a plein de choses. Moi, c'est un groupe que j'adore, donc bien sûr, mais quand bien même je suis vieux, je suis trop jeune pour avoir vécu la naissance de Kiss. Enfin, je n'ai pas à souvenir de l'impact. Et puis moi, j'ai découvert Kiss au début des années 80. Donc, il y a toute une partie de leur discographie que j'ai découvert par la suite, quoi, en fait. Et puis aussi parce que, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est que je regardais et je voyais que toutes mes idoles, et quand je dis toutes, c'est réellement toutes, étaient fans de Kiss. Et c'est comme tu dis, je pense qu'il y a un moment Kiss a fait tellement pour l'histoire de la musique, hein, tout simplement, hein, c'est pas juste le rock, quoi, que tu peux tout leur pardonner. Et en plus, on leur pardonne des choses, finalement, comme je disais un peu tout à l'heure, qui sont le fruit d'audace. Et sans audace, il y aurait juste pas eu Kiss dès le début. Donc en fait, c'est comme si on disait, tu peux pas être winner à chaque fois, quoi. Donc et les moments finalement où ils ont fait ils ont pris des chemins qui étaient pas les plus heureux, c'est pas grave, quoi. Enfin, mais réellement, en plus, moi je le crois vraiment, c'est pas grave, parce que les triomphes ont été tels, quoi, que mec, t'es humain. Enfin, c'est normal, quoi. Il y a des moments, bon. Alors, la seule chose que je leur reprocherai toujours à Kiss, moi personnellement, c'est d'avoir enlevé le maquillage au début des années 80 pour tomber sur la mode du air metal et tout. Et c'était tellement pas eux, quoi. Alors c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, hein, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup ce Kiss-là aussi. Mais c'est moi et mes mauvais goûts, hein, par contre, hein, je dis pas. Mais Dieu sait que t'en as. Ouais. Mais moi j'ai en plus, comme je te disais, j'ai découvert dans les années 80, ce qui veut dire en fait factuellement que j'ai découvert Kiss démaquillé, enfin sans maquillage, et par leurs chansons. C'est-à-dire que je me souviens de Heaven's on Fire, Lick It Up, enfin tous ces trucs-là qui étaient vraiment les premiers disques sans make-up du tout, quoi. Et moi, je me disais, putain, le groupe, il défonce, quoi. Et après, j'ai dit, mais c'est les mecs avant, ils avaient le make-up, et avant, ils faisaient ça et ça. Mais moi, je percevais pas que c'était moins bien, ou qu'ils s'engouffraient, comme tu le dis, sur un style que, d'ailleurs, ils ont contribué à créer, hein, parce que ça, c'est un truc qui est dingue. Hein. Mais c'est vrai que le glam metal, il doit autant à Kiss qu'à Aerosmith, à Queen, à ces groupes-là, mais à Kiss énormément. Donc, moi, je leur ai pardonné, j'avoue, même si j'étais le premier fou de joie en 98 quand le make-up est revenu. Et puis que Ace Frehley est revenu, enfin, tout d'un coup, voilà, ils se sont reformés au complet. Et après sa 7e cure de désintox. J'aime bien, en fait, ce film tout pourrave, là. Je suis presque content qu'il ait existé, parce que c'est vrai que depuis quand même une bonne dizaine d'années, en tout cas, Paul Stanley et Gene Simmons, ils en parlent volontiers. Il y a une époque où c'était un peu dur pour eux. C'était vraiment le truc honteux. Et je peux pas dire qu'ils l'assumaient pas vraiment, quoi. Quand en interview, on abordait le truc, ça les mettait un peu de mauvaise humeur, quoi. Là, ça fait au moins 20 ans que quand je vois des interviews où on leur en parle, mais ils sont hilars. Et c'est vraiment vrai, quoi. Et je trouve ça, Gene Simmons avait eu cette phrase géniale qui disait un truc du genre « It's a classic movie if you're on drugs ». Ce qui signifie donc en gros que c'est un très bon film si t'es défoncé quand tu le regardes. Et je trouve ça tellement drôle. Et c'est pas faux, je pense qu'avec des potes bourrés la nuit, ça peut être très drôle. Mais c'est drôle parce que c'est pas bon, quoi. Voilà, évidemment. Le gros problème de ce film-là, et c'est la question que je te pose, est-ce que tu le conseilles aux gens qui vont regarder ma vidéo sur la chaîne, est-ce que tu conseilles Kiss contre les fantômes? Non, tout fan que je suis, je déconseille vivement le visionnage de ce truc en entier, et sachant qu'en plus, toi, tu fais vraiment un boulot de dingue. C'est-à-dire que non seulement tu résumes, mais en plus, on a la sensation d'avoir vu le film souvent, parce qu'il y a beaucoup d'extraits, c'est très bien choisi et tout. Donc, et tu as mis les séquences les plus drôles. Merde. Donc, je dirais que si t'es fan de Kiss, oui, c'est sûr que tous les fans de Kiss l'ont vu, quoi, c'est certain. Mais est-ce qu'ils sont heureux de l'avoir vu? Ça dépend. Donc, non, je pense pas que ce soit un nanar qu'on puisse conseiller.
Même si j'ai dit qu'il était vraiment mignon, moi, c'est un film que je méprise pas dans le sens... j'ai de l'affection pour lui, mais c'est irregardable. C'est nul, mais c'est trop nul, quoi. Moi, je le conseille à tous les étudiants de cinéma en tant que masterclass de quoi ne pas faire. Ah ouais, non, mais oui, c'est sûr. Ça, c'est un peu certain. Après, c'est vrai que ça sonne. Enfin, quand tu regardes ça, tu te rends compte vraiment à quel point quand tu es trop au sommet, parce que par contre, ce que les gens peuvent pas forcément imaginer, à moins de regarder des documentaires, il y a eu plein de documentaires excellents sur la carrière de Kiss, c'est qu'en 78, mais je crois que tu l'as dit, en 78, Kiss c'est presque aussi important que Star Wars dans la pop culture. Ah ouais, mais c'est pas une blague, c'est réel et c'est mondial. Donc en fait, je pense que tu sais à quoi il me fait penser ce film, au film Christmas de Star Wars, là, le Made for TV, là, qui était ignoble. Le Holiday Special de Star Wars. Voilà, merci Steve, c'est ça. Et quand tu y penses, ils se ressemblent vachement, en plus. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. C'est le même esprit qu'il y a derrière. Voilà, c'est le même esprit. C'est une infopub pour un produit qui était Kiss à l'époque. Exactement. Etc. Et t'as l'impression... C'est ça. Et t'as la sensation que dans ces deux projets, on a vomi Enfin, on a manqué de respect, en fait, à l'œuvre à laquelle originale. Ouais, voilà, dont on parle, quoi. Mais un peu comme c'est drôle de revoir quand même le special Star Wars machin, même si à faible dose, ces deux projets, ils sont symboliques aussi d'une forme de naïveté où à un moment, ils se disaient, on peut pas chuter. On est trop, quoi qu'on fasse, ça va être génial. Bah non, faut bosser les gars quand même, quoi. Moment. Donc voilà. Après, c'est drôle parce que ce soit pour le Star Wars ou Kiss évidemment, voilà, ça n'a pas empêché ces deux entités cinématographiques et musicales d'atteindre des sommets pour moi, je pense plus jamais aucun groupe ne parviendra au niveau de Kiss. C'est impossible. Et c'est tant mieux. Enfin, moi, je suis ravi, c'est très bien, quoi. Mais voilà. Donc, je trouve ça chouette aussi de se dire que voilà, aucun parcours n'est parfait. Mais là, j'avoue que c'est quand même une très grosse bouse. C'est pas juste un truc médiocre. C'est vraiment de la merde. Mais c'est une merde avec quand même Kiss dedans, merde. Tu vois? Je sais pas comment dire. Alex, merci beaucoup de m'avoir offert un peu de ton temps. Merci à toi. Si vous connaissez pas Alex, allez sur sa chaîne, Alex La Flûte en vidéo. Le lien sera bien sûr dans la description. Il fait des vlogs super intéressants. Moi, je vous conseillerais et je conseille à tout le monde cette vidéo-là. C'est la vidéo sur ses 16 ou 17 ans à Los Angeles, aux États-Unis, qui est, selon moi, c'était ma vidéo préférée de 2023. T'en as fait une aussi sur tes années en publicité qui est juste fantastique et tes vlogs sont toujours... Très bien. Merci tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, d'activer les notifs, de partager la vidéo et de faire tout ce qui compte pour que le putain d'algorithme de YouTube finisse par me suggérer à d'autres personnes. Merci beaucoup et à la prochaine fois.